BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face ce matin entre Laurent Jacquier-Laforge et Christopher Dembick. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Laurent pour la Française et Christopher pour Saxo Bank. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour ce face à face. Qu'est-ce qu'on dit des marchés en ce moment l'un et l'autre là comment est-ce que vous vivez finalement ces parfois hésitations? On se confirme que 2018, Laurent, c'est l'année du retour de la volatilité, qu'il faut s'y faire. Le marché aura plus de relief cette année que ce à quoi il nous avait habitués cette dernière décennie quasiment. Dernière décennie, comme vous y allez, mais le grand mouvement d'ascension quand même de cette politique monétaire qui avait... Bien sûr, bien sûr. On arrive à des points de rupture importants. Vous aurez évidemment noté la semaine dernière que la volatilité était associée à un événement politique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un événement de cet ordre qui avait une influence sur les marchés. Il a fallu que ça soit l'euro. La mémoire des marchés est forte. 2011-2012, c'est un moment difficile pour les marchés de l'eurozone. L'inquiétude est revenue à l'occasion de l'Italie, avec l'effet cumul au même moment de la question espagnole. Les choses se sont à peu près résolues, en tout cas pour le court terme aujourd'hui, plutôt dans le bon sens, mais rien n'est fini en la matière. Bon. Même constat chez Saxo ? Très très clairement, c'est vraiment le retour de la volatilité. Pour vous donner juste deux chiffres, sur l'année dernière, on avait eu le CAC 40 qui avait évolué plus de 80% des séances entre plus ou moins 1%. Donc vraiment une bande très réduite. Depuis le début de l'année, ce chiffre il est tombé à 60%. Donc ça montre vraiment ce retour de la volatilité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si bien sûr c'est un peu lié au risque géopolitique, donc beaucoup de surréactions comme on l'a vu la semaine dernière. Géopolitique avec l'Italie, couronnée de l'Espagne. Tout ça s'est un peu décanté vendredi pour redonner un peu d'oxygène, mais c'est un dossier qui vient, comme vous le disiez, Laurent, remémorer les heures difficiles de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne. Oui, on est passé par toutes ces étapes et je pense qu'on repassera par une partie de ces étapes. Aujourd'hui, le gouvernement italien est en place. Il représente ce qu'est le Parlement italien aujourd'hui, mais c'est quand même l'association de deux tendances résolument opposées, avec probablement un appui assez fort, ou plutôt une contrainte assez forte sur le budget italien à venir. Il y a un peu de marge de manœuvre pour ce gouvernement, mais ça va être difficile de garder les choses stables pour quelques mois même. Le vrai problème, c'est quand même que l'Italie n'est pas la Grèce. On ne peut pas tordre le bras à Rome comme on l'a fait avec Tsipras. Il n'est pas question de tordre le bras à Rome, mais l'Italie a deux contraintes évidentes, c'est-à-dire qu'elle croît moins vite que l'ensemble des pays de l'eurozone aujourd'hui, tout en ayant le niveau de dette le plus élevé. Donc il y a une équation à résoudre, et ce qui nous semble assez patent, c'est que le gouvernement en place aujourd'hui n'est pas équipé pour résoudre cette équation. Mais on ne peut pas traiter l'Italie comme on a traité la Grèce. On ne pourra pas mettre la même pression, en tout cas pas de façon aussi formelle, même si tout ça était un peu en arrière de la scène. Mais les marchés ont clairement mis un peu de pression sur l'Italie. Ça veut dire que on se déroule vers, on va vers quoi? On va vers un plan plutôt à la portugaise, en élargissant un peu, en arrondissant un peu les angles, en essayant de tordre les traités dans tous les sens pour que ça rentre, que ça tienne et que ça passe. Il faudra faire quelques concessions, mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi quel est le pari du gouvernement italien. Le pari du gouvernement italien, c'est de se dire, on va gagner, en tout cas, il y aura une majorité eurosceptique qui gagnera les élections européennes de 2019, et avec cette majorité eurosceptique, on va changer la donne au niveau européen. Mais leur erreur dans ce calcul, c'est que peut-être qu'ils réussiront au niveau de l'élection, mais on est toujours sur un fonctionnement très intergouvernemental. Donc, grosso modo, l'Allemagne, la France auront leur mot à dire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils seront donc très rapidement limités sur le plan politique, mais que très vraisemblablement, Paris et Berlin ont aussi compris qu'il fallait faire quelques concessions. Donc, probablement qu'on va s'orienter vers un peu moins de restrictions budgétaires pour l'Italie. Peut-être, et ça a été évoqué en introduction avec la réponse d'Angela Merkel à M. Macron, c'est-à-dire on va peut-être investir davantage vers les pays du Sud et notamment l'Italie au détriment des pays d'Europe de l'Est. Donc il y a un recentrage qui va se faire petit à petit. La question, c'est est-ce que ça suffira pour les Italiens et est-ce qu'on enrayera pour autant la vague eurosceptique qui va vraisemblablement s'accentuer? C'est peu probable.
Voilà donc pour ce dossier italien, mais c'est pas le seul dossier géopolitique qui est venu tracasser nos investisseurs, puisqu'on peut rajouter tout ce qui touche à la guerre commerciale, avec Donald Trump, avec ses interrogations sur le plan commercial qui attisent un peu les craintes, Laurent. Ah oui, c'est ce qui fait toute la différence entre la prévision de l'événement et l'occurrence de l'événement. Enfin, il nous l'avait dit quand même, Donald Trump. Bien sûr qu'il nous l'avait dit, mais il a dit tellement de choses qu'il était difficile. Le problème, c'est qu'il l'a fait, c'est ça? Alors voilà, il l'a fait. C'est ce qui fait une différence assez forte, qui crée une crispation évidente, qui exige une forme de réponse, et donc c'est l'escalade qui inquiète les marchés, évidemment. Tout ça alors que son économie va bien. Enfin, je veux dire, quand on regarde le rapport mensuel sur l'emploi, quand on regarde ce que nous disent les données salariales, quand on nous regarde ce que nous donne l'inflation, on se dit que la Fed... L'économie américaine va plutôt bien, elle va même plutôt un peu mieux que ce qu'on l'avait anticipé, alors qu'au même moment, l'économie de la zone euro, elle, ralentit, avec un certain nombre d'indicateurs qui sont plus négatifs que ce qu'il avait été anticipé par les marchés, donc forcément ça crée un effet de tension évident. On a raté notre moment en zone euro, là? En tout cas, on aurait eu On avait une espèce de boulevard avec l'élection d'Emmanuel Macron. On se disait qu'on allait ressusciter le couple franco-allemand, que l'économie se portait bien, que tout allait aller pour le mieux. Et puis malheureusement, ça a duré sur un laps de temps extrêmement court, parce que dès le premier trimestre, on a vu dans la plupart des pays, que ce soit en France ou en Allemagne, la croissance a atteint un plateau. Donc on est plutôt sur phase de léger ralentissement, rien de très inquiétant. Mais effectivement, toutes ces espérances, ces attentes qui étaient politiques, mais aussi boursières derrière ça, parce que les investisseurs s'attendaient vraiment à un effet positif. Grosso modo, ça tourne rapidement court. Et ça peut tourner encore plus rapidement court si la BCE normalise plus vite qu'on l'anticipe sa politique monétaire. Il y a toujours des tensions très importantes avec les Allemands, notamment à cet égard. Et pour autant, c'est quoi? C'est un trou d'air du fait des intempéries, des grèves, notamment pour la France, etc. Ou c'est un vrai ralentissement? Alors, dans certains pays, il y a effectivement le trou d'air un peu conjoncturel, et on le va voir très bien quand on aura les chiffres du T2 en France. Les grèves vont avoir vraisemblablement un impact. L'INSEE a déjà prévenu à cet égard. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur l'ensemble de la zone euro, il y a quand même un ralentissement qui est lié au fait que le coût du capital augmente, surtout aujourd'hui en dollars, mais ça va être le cas en euros prochainement. Vous avez bien sûr la période un peu de crédit abondant à taux très bas commence à être terminée. Et ça, ce sont quand même des éléments, des facteurs qui favorisent un ralentissement léger pour l'instant de la croissance. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que le ralentissement de la croissance lié un peu à la politique monétaire soit ensuite impacté par le phénomène géopolitique. Parce qu'autant aujourd'hui la guerre commerciale, de mon point de vue, on n'est pas sur un schéma qui est inquiétant, autant du jour au lendemain ça peut dérailler, et vous l'avez rappelé à juste titre, c'est si on est sur une escalade, c'est là le vrai danger. C'est-à-dire si les Européens considèrent qu'il faut faire de même, et bien sûr Trump, j'imagine, réagira par à coup. Et les Chinois, parce que pour le moment ça s'est à peu près bien passé avec les Chinois, mais il ne faudrait pas trop les pousser non plus. Vous êtes plutôt sur quelle typologie? Ralentissement ou trou d'air à la française? Je dirais que... Le constat, c'est un ralentissement jusqu'à ce stade. On n'est pas encore tout à fait prêt à se prononcer, savoir si c'est un véritable trou d'air ou une rupture dans la croissance qui avait accéléré. N'oubliez pas que 2017 était quand même beaucoup plus fort qu'attendu, donc ça peut être tout simplement un effet de réaction. Un petit ajustement. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que si vous cumulez ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire une prime de risque probablement un peu plus élevée, un coût du capital un peu plus élevé, des attentes de croissance de résultats qui, elles, ne sont pas véritablement révisées à la hausse, on peut considérer qu'on est dans un moment de tension et probablement un peu difficile pour l'ensemble de la zone euro.